Est-ce que l'hypnose peut guérir le cancer? Une phrase un peu choc, un peu provocatrice et c'est voulu et je vais demander à mon invité aujourd'hui de pouvoir apporter un élément de réponse. Salut, c'est Julie Robillard et vous voici dans un nouvel épisode de Sérénité Active, la chaîne qui vous permet de vivre dans le plaisir. Et je vous retrouve aujourd'hui avec une invitée de haute importance. Je vous présente Charlotte. Merci d'avoir bien voulu répondre à cette question. Peut-on guérir le cancer avec l'hypnose ? D'abord, Charlotte, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire ce qui t'a amené à travailler sur le cancer et sur les états de conscience modifiés? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis psychologue clinicienne de formation. Donc, j'ai fait mes études à l'Université de Liège en psychologie clinique. Et suite à ça, j'ai enchaîné avec un doctorat en psychologie de la santé. Et donc, pendant cette thèse, je me suis intéressée à l'hypnose pour améliorer la qualité de vie des patients qui avaient eu un cancer. Et toi, quel est justement le protocole d'études là, que tu es en train de mettre en place avec ces patients atteints de cancer? Donc, pour reprendre un peu les choses dans l'ordre, on a d'abord mené, il y a quelques années d'ici, plusieurs protocoles en oncologie. Le premier, il avait visé à évaluer l'efficacité de plusieurs interventions de groupe, notamment une qui était composée de l'apprentissage de l'auto-hypnose et de l'auto-bienveillance, qui sont des techniques pour apprendre à prendre soin de soi. Donc, il y avait un groupe de femmes atteintes d'un cancer du sein qui pouvaient bénéficier de cette intervention. Il y avait un autre groupe, c'était du yoga. Un autre groupe, c'était plutôt des thérapies cognitivo-comportementales, donc c'est des thérapies psychologiques assez classiques. Et donc ça a vraiment été le premier protocole qui a permis de montrer les bénéfices de cette intervention auto-hypnose, auto-bienveillance, qu'on a voulu alors répliquer, et ça a été l'objet de ma thèse, de façon plus rigoureuse. Et alors l'objectif de ce gros projet-là, c'est de pouvoir évaluer à court mais aussi à long terme, donc jusqu'à 1 an, les bénéfices pour la qualité de vie des patients qui ont participé à ces différentes interventions, mais aussi des aspects plus fondamentaux. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ou dans le corps de manière générale quand on est en méditation, en hypnose ou en transe? Est-ce que c'est la même chose? Quelles sont les différences et les similarités? Mais aussi de recueillir plutôt le vécu subjectif de ces personnes pour mieux comprendre ce qui se passe dans ces états-là. Donc, c'est ce qu'on appelle des variables plutôt phénoménologiques. Donc, les personnes vont décrire les caractéristiques de leurs expériences de transe, d'hypnose ou de méditation. Voilà, c'est un petit peu nos objectifs avec ce projet-là. Ok. Là, tu parles plutôt d'un duo auto-hypnose et auto-bienveillance. Ça veut dire que dans cette étude-là, en tout cas, tu n'as pas que l'hypnose. Alors, dans nos anciens protocoles, c'était combiné, toujours. Et alors, pour ce protocole ici, où on compare à la méditation et à la transe, on a mis beaucoup plus d'importance sur la technique hypnose seule, parce que on a voulu que ça puisse être relativement comparable, bon, si on peut dire ça, aux autres techniques qui, elles, sont vraiment focalisées sur l'apprentissage de cet état de conscience modifié, donc de méditation ou de transe. Donc ici, on met l'accent plus sur l'hypnose, on propose plus d'exercices concrets en séance, et évidemment, il y a quand même des discussions de groupe, et donc l'auto-bienveillance, elle est quand même encouragée. D'accord. Tu parles de méditation, d'hypnose. Finalement, dans le cerveau, est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça se passe pareil à l'imagerie? Alors, ce qu'on pense, c'est que non, c'est pas la même chose. Maintenant, oui, il y a des similarités, ça certainement. Mais voilà, on est encore en fait trop tôt pour pouvoir dire très clairement. Oui, pour éventuellement pouvoir dire, il y a des aires cérébrales qui sont activées en méditation et pas en hypnose, voilà. Et inversement, quoi. Voilà, c'est un peu aussi l'objectif ici du protocole, c'est de pouvoir avoir quelques informations déjà par rapport à ça. Donc, ça permettra d'apporter
certaines connaissances maintenant qui devront bien sûr être répliquées et puis comparées à ce qui existe déjà, quoi. Et face à ces personnes du coup qui sont atteintes de cancer, d'ailleurs je ne sais pas si l'étude prend en compte différents types de cancers ou si vous avez du coup simplement étudié qu'un seul type de cancer, mais en tout cas qu'est-ce que tu peux constater toi déjà dans tes premières observations? Mais donc déjà pour répondre à la première interrogation, cette étude-ci elle inclut tout type de cancer, y compris métastatique. La seule, on va dire le critère principal, c'est vraiment d'avoir terminé ces traitements depuis 1 an maximum. Et c'était aussi le cas dans l'étude précédente. Avant ça, on faisait que cancer du sein. Mais voilà, même en termes de qualité de vie, il y a vraiment des nouveaux outils que les participants ont maintenant à leur disposition pour faire face, soit aux effets secondaires des traitements contre le cancer, puisque même quand ils sont terminés, il y en a toujours pendant des années, soit pour faire face tout simplement à n'importe quelle difficulté qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours, quoi. Ok, d'accord. Donc finalement, pour un peu répondre à la question « est-ce que l'hypnose peut guérir le cancer ?», si je comprends entre les lignes, en réalité, les patients voient le bénéfice aussi quand ils font la transe cognitive, mais aussi finalement quand ils font de la méditation simple, et même si on va plus loin, presque que de l'auto-bienveillance. On est d'accord ? Alors, en fait, toutes ces techniques-là vont avoir un impact sur la qualité de vie à partir du moment où elles permettent de donner donc des nouveaux outils aux patients. Et il faut savoir que dans toutes ces approches complémentaires, et même de façon générale en psychologie et dans toutes les interventions psychologiques, un facteur qui a énormément d'importance et qui va vraiment avoir un impact sur l'efficacité des interventions, c'est les attentes que les personnes en ont. Donc forcément, des gens qui sont super intéressés et qui étaient ravis de pouvoir participer à cette formation, ils vont avoir plus de chances de voir des bénéfices, aussi parce qu'ils vont implémenter plus volontiers ces techniques-là dans leur vie quotidienne. Donc, que ce soit la méditation, la transe, l'hypnose, l'auto-bienveillance, tout peut avoir des effets positifs. Ce qui est intéressant quand on combine plusieurs techniques, c'est que chacun y trouve un peu quelque chose de positif. Mais voilà, ici, c'est vrai que la volonté du projet en cours, c'était vraiment de pouvoir un peu plus isoler les états de conscience modifiés en eux-mêmes. Tel ou tel, effectivement, outil voilà, pour pouvoir apporter tout à fait. Une solution, en tout cas, à la personne. Oui. Okay. Tu parlais aussi du que ces patients-là avaient eu leur traitement médical terminé, en fait. Tu parles de chimio, de radiothérapie et autres, et c'était terminé. Là, en tout cas, c'était un critère d'inclusion, j'imagine, des patients. Pourquoi ? C'est une volonté aussi de s'intéresser aux patients après leur parcours médical à l'hôpital. En fait, on remarque, que ce soit tant dans la littérature, mais aussi dans les retours que certains patients font, qu'après tout ce trajet de soins en oncologie qui est assez intensif et qui est très bien cadré, les patients se retrouvent parfois tout seuls. C'est comme si quand le traitement était terminé, il n'y avait plus de problème. Le cancer, entre guillemets, n'est plus là, et encore, ça se discute dans certains cas. Mais c'est comme si du coup, tout allait bien et on ne prend plus trop en charge ça. Voilà, nous, on vise vraiment cette période où souvent les patients sont un peu livrés à eux-mêmes, quoi. Donc on est bien d'accord que ça ne remplace pas une radiothérapie, ça ne remplace pas une chimiothérapie, ça n'a même aujourd'hui en tout cas pas vocation à guérir, mais bien à soulager un certain nombre de facteurs qui sont, j'imagine, la douleur ressentie, peut-être aussi l'estime qu'on peut avoir de soi si on a eu une perte d'une partie du corps ou une perte d'autonomie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait comme avantage pour eux ? Quels sont les bénéfices ressentis à tous ces outils ? Les réponses ici, elles vont plutôt concerner l'hypnose, puisque c'est ce qui est vraiment le plus connu. C'est valable aussi quand même pour la méditation de manière générale. On remarque vraiment des effets de ces techniques-là au niveau d'abord de l'anxiété, qu'elle soit liée aux procédures médicales ou même l'anxiété plus générale, et tout ce qui est affect dépressif également. On note aussi vraiment des effets sur la fatigue, sur l'estime de soi également, comme tu le soulignes, ça très clairement.
On a aussi des effets au niveau des difficultés de sommeil, par exemple. Voilà, des personnes qui arrivent à s'endormir plus facilement, à rester endormies plus longtemps. À quel moment, en fait, on pourra d'abord avoir des conclusions vraiment plus précises, des constatations plus précises, et puis surtout, à quel moment, moi, je veux toujours aller plus vite que la musique, mais à quel moment, finalement, on pourra mettre déjà ça en place pour les patients dans les différents hôpitaux? L'hypnose, maintenant, c'est vraiment de plus en plus implémenté dans les services hospitaliers. Évidemment, il y a chez nous, parce que nous, on travaille beaucoup là-dessus, mais même dans d'autres hôpitaux, ne serait-ce que dans des consultations psychologiques individuelles, il y a beaucoup de psychologues maintenant qui sont soit formés à la pleine conscience, à d'autres types de méditation, à l'hypnose, et donc qui peuvent proposer ça aux patients. Mais il y a aussi quand même des interventions de groupe qui se mettent en place petit à petit. Donc ça, je pense que pour ces techniques-là, il ne faut pas hésiter. En fait, ça dépend des possibilités aussi de chaque hôpital. Pour les interventions un peu moins connues comme la transe, ben ça, évidemment, ça demande encore le temps de pouvoir voir réellement les bénéfices que ça peut apporter. Et puis, il y a vraiment toute la question de l'implémentation concrète de ce type d'approche qui est quand même beaucoup plus, plus compliquée à implémenter. Il faut de la place, ça fait du bruit. Voilà, c'est moins facile à faire dans un hôpital, quoi. Mm-hmm. Est-ce que tu crois que des thérapeutes qui peuvent être simplement sensibilisés sensibilisés au cancer ou pas, mais en tout cas qui peuvent être vraiment intéressés de travailler avec ce type de patients, pourraient en fait avoir les mêmes bénéfices selon toi? Donc, que les patients aient les mêmes bénéfices qu'un thérapeute. C'est ça. Oui, ouais. OK. Donc, ici, il faut savoir que nous, les patients qu'on voit en oncologie et qui participent à ces groupes-là, en fait, la maladie en elle-même, elle est très peu abordée dans les groupes. Donc, il n'y a pas du tout un tour de table où chacun se présente avec quel cancer il a eu et les traitements. En fait, on en parle très peu. Forcément, ça vient sur le tapis puisqu'il y a des difficultés qui sont inhérentes au traitement et à la maladie. Mais plein de patients, d'ailleurs, nous disent, en fait, ce qu'on apprend là au groupe, c'est pas juste pour les personnes en oncologie. D'ailleurs, ça vient à la base de l'algologie et ça pourrait être pour n'importe qui. Donc, je pense que les techniques d'hypnose ou d'autobienveillance, elles peuvent convenir à tout le monde et même quelqu'un qui n'est pas spécifiquement formé en oncologie, mais qui a une formation solide en hypnose, peut proposer ça à des patients en oncologie. L'avantage ici, dans les interventions qu'on propose, c'est qu'il y a cet aspect groupal, que ça, forcément, en individuel, on ne retrouve pas. Et c'est vraiment quelque chose qui est très porteur aussi pour les patients et qui est un vecteur de changement, quoi. Oui, tout à fait. Audrey nous a parlé effectivement de l'étude qu'elle est en train de mener par rapport à la douleur chronique. Est-ce que c'est le même protocole? Est-ce que c'est la même fréquence d'hypnose, d'auto-hypnose ou de méditation? Ou est-ce que c'est complètement différent? Actuellement, on est sur une séance par semaine pendant 8 semaines, mais on a déjà essayé avec 15 jours et en fait, souvent les personnes rapportaient que 15 jours c'était bien. Une semaine, c'est quand même peu pour implémenter des techniques entre les séances. Mais c'est vrai que voilà, quand il y avait après des évaluations à plus long terme, etc., et puis plusieurs groupes qui devaient s'enchaîner, 2 semaines, ça faisait fort long. Donc, c'est vrai qu'on a fait une fois par semaine, et comme ça, on est aussi aligné sur la méditation, où là aussi, c'est une fois par semaine. Il y a juste une séance en plus à un moment parce qu'il y a une journée plus intensive de pratique. Et donc, ce que tu dis quand même aussi de façon importante, et je crois que c'est vraiment important de le souligner, c'est que oui, il y a ce que vous faites au cours de l'étude, et donc il y a cette période très fréquente d'hypnose ou de méditation, mais là, on parle par exemple d'hypnose, et puis il y a surtout la mise en œuvre et en place et en pratique des patients au quotidien. Oui. Ça, vous leur dites vraiment une fois par jour au quotidien ou c'est quoi en fait que vous leur demandez? Donc dans les protocoles où il y a l'auto-hypnose et l'auto-bienveillance combinée, ils ont vraiment un carnet où on leur donne des tâches très spécifiques pour la semaine d'après et elles sont repassées en revue à chaque début de séance, puis discutées. C'est ça qui amène les échanges. Donc là, il y a vraiment forcément cette régularité, comme un petit peu des devoirs qu'on leur donne à faire. Et comme ils reçoivent les enregistrements d'hypnose, donc soit sur CD, soit en format MP3, ils sont encouragés à le faire le plus souvent possible. Ça marche. Merci Charlotte. Est-ce que tu veux redire un mot justement sur cette étude qui peut-être te tient à cœur? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager ici avec les gens qui nous écoutent?
Voilà, ce que je voudrais ressouligner, c'est que toutes ces approches-là, elles sont bien dites donc complémentaires et pas alternatives. Nous, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc nous, c'est tous les efforts qu'on met dans ces études-là, c'est de pouvoir proposer aux patients différentes possibilités selon ses propres préférences aussi d'intervention non pharmacologique pour l'aider, que ce soit dans la gestion de sa maladie et de ses traitements, mais aussi plus généralement. Et voilà, je pense que c'est vraiment important de pouvoir proposer ça aux patients à l'heure actuelle. Super, je te remercie. En résumé, non, l'hypnose ne guérit pas le cancer. En tout cas, ce qu'on peut souligner, je pense, et ce qui est important à souligner, c'est vraiment la motivation et l'implication du patient dans sa prise en charge. Et ça, je crois qu'on va le retrouver pour toutes les pathologies et pour toutes les thérapies de manière générale. En tout cas, merci Charlotte de m'avoir reçue ici. Et je vous dis à très vite sur Sérénité Active. Je vous laisse liker, laisser un commentaire, mettre un pouce, ce que vous voulez. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos, notamment sur le fonctionnement de l'hypnose, sur ce qui se passe dans notre cerveau quand on est en hypnose, dans d'autres vidéos. En tout cas, je vous dis à bientôt sur Sérénité Active. À très vite. Ciao!